Donc moi je suis un étudiant là en ce moment en startup. Ça fait 5 mois que je travaille avec Node.js, Express, MongoDB, tout ça, dans tous ces technos. En 5 mois on a eu le temps d'utiliser un peu, de voir les avantages, les inconvénients. J'aimerais vous connaître un petit peu mieux pour commencer. Qui n'utilise pas Node.js ici? Qui n'a jamais utilisé? D'accord. Et dans tout le monde, qui est plutôt qui utiliseur Rails? Personne n'est... Si, un petit peu les mêmes, d'accord. Qui a un profil plutôt J2E? Personne, d'accord. PHP peut-être? Ouais, PHP, plein de PHP. CJ, personne? CJ ici? Non, un tout petit peu. Ok. Ok. Donc, et oui, et surtout qui a eu le temps d'utiliser bien Express, de voir comment ça marchait, et voilà. Ouais, un petit peu de monde, d'accord. Donc, bon, tous ceux qui n'ont pas trop utilisé, ça va surtout servir de warning flag pour vos développements, les problèmes auxquels vous pouvez vous attendre. Pour ceux qui ont déjà utilisé, je compte sur votre sens critique aussi pour remettre en question ce que j'ai fait. C'est-à-dire que nous on a eu des problèmes, je propose des solutions, c'est clairement pas la silver bullet. L'environnement Node.js est encore très jeune, il y a encore beaucoup de solutions inventées par nous-mêmes, donc c'est à nous la communauté de faire avancer les choses. Voilà, donc écoute, je vais faire une petite présentation de Express, et je vais prendre le pointeur laser, c'est toujours mieux avec le pointeur. Voilà. Nickel. Donc Node.js, Express, excusez-moi, Node.js c'est juste un serveur qui écoute sur des sockets. Au-dessus de Node.js, très vite, on parle tout de suite d'Express, mais en fait Express c'est juste le routeur HTTP. C'est-à-dire qu'il ne parle pas directement de l'HTTP, c'est pas lui qui décolle la socket, ça c'est Connect qui s'en sert, qui est juste au-dessous. Ça a été inventé avec, dans l'idée que ça soit vraiment proche du métal, très peu de lignes de code. C'est bien, voilà. Et puis c'est pas bien, on en reparlera. Ce que fait Express, ça fait très basiquement des cookies, des sessions, très basiquement. Ça fait très basiquement aussi la configuration de l'application. Très vite, on se retrouve à avoir un config.js qu'on get dès qu'on charge l'application, parce que ça ne répond pas à tous les besoins. Il y a des tutos qui en parlent très bien. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça fait beaucoup de templating via un connecteur. Et c'est une très belle interface pour plein d'autres connecteurs. Comme j'ai dit, il y a la communauté Node.js se découvre un peu, essaye plein de trucs. Donc il y en a beaucoup, ça change beaucoup de façon de coder. Mais bon, grosso modo, vous utilisez surtout Passport, qui permet de gérer l'authentification, les sessions un peu mieux que qu'Express. Je vais sûrement faire cette faute, je pense. Beaucoup mieux l'authentification. Sauf que c'est une interfaçage après, c'est une interface au-dessus d'Express. Et donc il est assez faiblement couplé avec Express. Au Passport, on peut l'utiliser avec plein de trucs. Et donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de choses à gérer soi-même. Donc, à quoi ça ressemble très vite fait? Bon, ici il n'y a pas de Rails, donc je ne vais pas trop en parler, mais c'est inspiré, il y a beaucoup de nodeurs qui viennent de Robin Rails. Et donc en fait, Express d'inspiration de base, c'est Sinatra. Sinatra, l'idée c'est d'utiliser d'avoir un objet app qui représente tout simplement le routeur HTTP. On utilise app.verb pour créer un endpoint vers l'URI de notre choix, et une fonction de callback qui sera appelée dès que le routeur trouvera que la requête correspond à ça. Donc verbe, le plus souvent c'est get et post. Pour certains qui font du REST, ça peut être du but, ça peut être du delete. C'est la façon que je vous conseille d'utiliser. C'est assez simple dans sa façon d'utiliser, très simple, enfantin diront certains. Est-ce que ça l'est vraiment? Le problème, c'est qu'on se retrouve à avoir un énorme fichier, on peut appeler index.js, server.js, avec une énorme liste d'app.get, app.post. J'avais un exemple, mais ils n'ont pas voulu que je le mette, mais grosso modo, il y avait une entreprise qui
glissaient des nodes au-dessus d'un backend dans J2E. Donc leur serveur.js faisait un peu plus de 2100 lignes, quelque chose comme ça. C'est pas du tout pratique. Donc très vite, on se retrouve à découpler son fichier en plusieurs trucs. Donc ceux qu'on fait express ont inventé des petits design patterns pour ça, le route list et le route map. Je vais vous les montrer très vite pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble. Très vite, je vous fais la présentation. Hop, voilà. Donc ça c'est le route list, c'est souvent ce qu'on se trouve à faire au début et on voit rien. Voilà. Et donc en fait on se retrouve à faire des objets qui représentent nos contrôleurs. Et donc on liste tout simplement les différents endpoints avec, en les liant aux fonctions sur lesquelles on est. C'est assez intuitif, c'est ce qu'on a tendance à faire dès le début. Et puis très vite, encore une fois, les endpoints API se multiplient, on a plein de verbes pour un truc, et donc ça devient assez ingérable. On passe à une autre. Alors celui-là est moins connu, c'est pour ça que je le présente, et franchement je vous encourage à l'utiliser, il est très bien. Le app.map. En fait, map c'est une fonction qu'ils ont fait au-dessus, qui est là, que vous récupérerez plus tard. Donc dans le site Express, en haut à droite, il y a une fac, lisez-la en entier, elle est géniale, vraiment. La fac de Express. Et où notamment ils disent, il y a une question, comment est-ce que je devrais organiser mon code? Et c'est là où ils présentent ces liens-là. Donc ça c'est parmi les deux meilleurs, soit parce que c'est le plus classique, soit parce que ce truc-là est pas vraiment bien. Vous retrouverez ce lien ici. Et donc là par exemple, on utilise une map qui va, je prends le pointeur, qui va donc, là on fait la zone user dans laquelle on définit le verbe, le callback, le verbe, le callback. Dans la zone user, il y a une sous-zone UID. Donc de point UID, c'est pour récupérer un paramètre d'URL, pour ceux qui ne savent pas. Donc grâce à Express, on peut le récupérer assez facilement dans l'objet de requête. Dans la sous-zone UID, pet, PID, voilà, etc. Donc là, c'est assez simple encore une fois. Ce design pattern là a pour avantage de ne pas d'empêcher la duplication des endpoints, parce qu'avec le route list, quand c'est pas dans un seul fichier, ce qui arrive assez vite, on se retrouve à avoir plusieurs fois le même endpoint dans deux fichiers différents, parce qu'on se rend pas compte, parce qu'on est allé un peu vite, parce qu'on est tous toujours en retard, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ah oui, alors il y a aussi une autre façon de faire à nous qui est pas terrible, mais bon, je vous la montre quand même pour référence, parce que j'ai perdu la source, mais c'était quelque chose qui était assez utilisé. Tout simplement, on fait un lazy loading, c'est-à-dire qu'on commence par, dans nos fichiers, on fait le module export avec les paramètres de notre application, qu'on devra toujours réutiliser. Tout en haut, on met la liste des applications dans une fonction mount_routes, avec éventuellement des trucs qui permettent l'identification par rapport au contrôleur. Donc du coup, on a tendance à gérer nos contrôleurs en fonction des droits qui sont nécessaires pour y accéder. Et on rajoute, on pop nos fonctions au fur et à mesure, et à la fin, on appelle la fonction mount_routes qui va donc gérer ça, qui avant n'était pas chargé, hein, parce que l'objet, il est ici. On retourne cet objet-là, et ça fait un montage assez simple de nos routes express. Par contre, ce qu'il y a, donc je vous l'ai dit, Express n'a aucune opinion sur la façon d'organiser votre code, sur la façon de coder, tout simplement de gérer les endpoints. J'espère que vous avez, vous, une opinion, parce que sinon, vous êtes un peu dans la merde. On ne vous aidera pas, il n'y a pas tellement de guidelines, il y a 2-3 blocs code par ici, par-ci par-là, mais rien vraiment, personne qui vous fait vraiment autorité qui dit ça c'est une très bonne façon de faire, elle marche tout le temps. Il faut avoir un petit peu d'expérience dans le web vraiment pour se lancer dans un truc et pas avoir pour faire plus tard. Tout ça pour en venir au problème de l'API Maker, le créateur d'API. Comme il n'y a pas de convention, pas d'opinion, on est un peu perdu. On a tendance à... Au début, on réfléchit beaucoup, puis après, on avance, on réfléchit moins parce qu'on prend confiance, et puis on va un peu vite. Donc là, je donne un exemple. Imaginons qu'on a un confiseur, que voilà, on sert des confiseries par des requêtes API, tout à fait logique. Et donc à un moment, notre confiseur il est tout à fait dans l'air du temps, et il a envie de faire un peu de BI. Tout à fait logique. Et donc, ce confiseur-là, il récupère les avis de ses clients par rapport aux confiseries qu'il a servi. Et donc, il se dit, bon, mais comment est-ce que je vais faire mon
mon API pour que ça marche. Alors la version la plus simple auquel on pense tout de suite, c'est de dire bon, on fait API Customer et puis on récupère le Customer ID pour savoir qui a voté et on pose sur /rate parce qu'évidemment à partir du moment où on a un /customer /ID, on a toute une gestion de compte, on a une inscription, on a tout un CRUD de management, donc CRUD, create, read, update, delete, donc vraiment toute une gestion d'utilisateur. Puis en fait, non, c'est un peu lourd de faire ça. On ne va pas faire un compte utilisateur juste pour dire j'ai aimé ce bonbon-là, j'ai pas aimé les marques, je préfère les tweaks. Donc on réfléchit, on se dit bon ok, ben, si je le fais pas par client, je vais le faire par confiserie. Donc du coup on a API Candy ID, donc ça c'est assez simple parce que du coup nous on sait quelles sont les API qu'on vend, et donc on fait un /rate, et au lieu de mettre directement en ID Customer, on va donner les propriétés de notre utilisateur, de nos clients. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir que c'est Georges Dupont qui a acheté et qui a apprécié telle confiserie, savoir qui est Georges Dupont. Ben, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune, c'est quelqu'un qui est plutôt teint, qui vient de tel endroit. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc on se remet à faire un API Candy Rate. Sauf que ce truc-là, en fait, API Candy Rate, en y réfléchissant bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec la confiserie en elle-même. C'est bien de savoir quel est le score de cette confiserie. Mais au final, ce qui nous intéresse dans le cas du BI, c'est une analyse comparative. Savoir si telle confiserie très sucrée marche mieux que telle autre un peu moins sucrée, que celle-ci qui est un peu plus molle marche mieux que celle-là qui est un peu plus dure. C'est les propriétés de la confiserie et les propriétés de customer qui nous intéressent. Du coup, en fait, pour moi, après vous avez peut-être d'autres façons de faire, mais au final, c'était une troisième façon beaucoup moins intuitive de faire. C'est de faire tout simplement un objet rating dans lequel on va poster, on va créer des nouveaux ratings pour faire nos requêtes et qui utiliseront les propriétés de la confiserie, les propriétés du customer, duquel on pourra facilement inférer les résultats, savoir si celle-là va marcher, si celle-là va moins marcher. Et donc notre métier, quoi. En conclusion, sur les trois façons qu'on a là, par réflexion de plus en plus poussée, bon, on a quand même 66% de chances de se tromper, de chance sur 3. Et c'est pas la seule question que vous aurez à vous poser, vous en aurez plein d'autres. Vous n'aurez pas forcément le temps d'y penser assez. Vous allez vous tromper, c'est sûr. Il faudra vivre avec, parce que vous n'aurez pas le temps d'en passer derrière et de faire votre refactoring, parce que ça va casser votre application. Que ça se trouve, utiliser Angular ou Angular.js, enfin une single page application, vous changez un truc, ça pète tout, vous n'avez clairement pas le temps de regarder ça. Donc du coup, vous êtes obligé de continuer avec. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on documente. Qui documente son API? Qui documente son code? Il y en a qui le font, mais c'est ceux qui ont 3000 salariés. On est en startup, on ne peut pas se le permettre, il faut être honnête. Et puis en plus, c'est chiant. Voilà. Donc on ne le fait pas. Il faut le deviner, mais il faut le savoir. Mais le jour où on a fini son stage, le jour où on change de startup parce qu'on en a marre, eh bien on a perdu la connaissance. Pareil. Mettons qu'on a pris soit Customer ID Rate, soit qu'on a pris Candy Rate, nos endpoints ils vont être disséminés un peu partout dans nos contrôleurs, avec pas forcément la même logique métier entre la fonction dessus, celle en dessous et celle du milieu. Résultat, vous avez un fichier contrôleur qui n'est pas logique, qui ne se tient pas par lui-même. Alors, soit vous faites des commentaires, parce que cette fois-ci vous avez le temps, soit vous en faites pas, parce que de toute façon, voilà, puis les commentaires c'est chiant, le code c'est dur à écrire, ça va être dur à lire. Alors, il y en a qui pensent comme ça. C'est pas terrible. Là, on voit tout de suite qu'il y a un problème. D'autres problèmes. Il y a beaucoup de travail pour le programmeur. Beaucoup. Quand vous faites Express, c'est proche du métal, je vous l'ai dit, ça vous laisse vraiment beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, c'est beaucoup de travail pour arriver à ce que vous avez envie de faire. Autrement dit, par exemple, si vous déclarez plusieurs fois API quelque chose, Express va comprendre, oh ben, il y a 3 anglers pour API Toto. Si on fait plusieurs fois un callback sur telle URL, ben, c'est qu'il faut tous les appeler. Okay. Donc vous avez 2 fichiers différents, qui avaient 2 logiques dans lesquelles vous avez mis des fonctions qui ressemblaient un petit peu, mais pas tout à fait, dans lequel c'était un peu logique de mettre ça, donc vous l'avez fait, et vous avez dupliqué vos routes, vous avez 2 fois Angler, vous avez 2 fois une logique qui n'est pas forcément la même, sinon vous ne l'aurez pas fait 2 fois. Il suffisait juste qu'il y ait l'autre qui soit barré, il n'est pas dit qu'il l'avait fait plus haut, vous n'avez pas pensé à checker, ben, vous avez plein d'erreurs bizarres. Vous n'avez aucun warning par rapport à ça. Vous n'avez pas de validation de route, vous n'avez pas de validation de zone. C'est à vous de le faire. Pareil, c'est bien d'appeler API quelque chose, mais on n'a pas toujours envie d'avoir exactement ce qu'il y a là.
Souvent, on a envie que nos routes ne soient pas accessibles aux utilisateurs qui ne soient pas connectés. Très souvent. Encore plus souvent, on a envie de gérer plusieurs types d'utilisateurs. Par exemple, dans le cas de YD, on pourrait avoir envie de gérer l'administrateur et ceux qui font leurs tweets musicaux. Enfin, de manière générale, on a plusieurs types d'utilisateurs. Et l'authentification, comme je vous l'ai dit, gérée par passeport, parce que vous faites comme tout le monde et parce que c'est vrai que c'est bien, elle n'est pas intégrée. Donc vous utilisez vite fait les fonctions que vous utilisez, qui sont présentées, avec certaines subtilités qui ne sont pas tout à fait écrites dans la doc, donc des fois il faut lire le code pour vraiment comprendre la différence. Et vous avez un comportement qui n'est pas le même partout, parce que de toute façon, celui qui l'a fait la première fois, il a fini son stage, donc il ne vous a pas dit comment il faisait, vous n'avez pas compris pourquoi, et ça change. Pareil pour les paramètres de query de post qui changent le type de la requête. De temps en temps, il arrive qu'on ait des collections sur lesquelles on veut faire des recherches, ou plus globalement des collections d'autres types de ressources sur lesquelles on va faire trier par nom, par ville, par plein de choses. Et du coup, la fonction que vous allez appeler en fait va complètement changer selon ce paramètre, le sort by name, by ville, par plein de trucs. Et c'est à vous de le faire. Et pas qu'une fois, plein de fois. Donc, au fur et à mesure, vous avez compris, c'est vous qui faites la fonction qui factorise tout ça. Mais est-ce qu'elle dit qu'elle gère tous les cas? Est-ce qu'elle est bug-free? Enfin, c'est encore une fois du code à gérer de votre part, c'est encore une fois du code à maintenir, et c'est pas dit qu'il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que vous qui n'a pas fait mieux, et qui vous le dira pas. Et puis de manière générale, pour ceux qui utilisent les frameworks, ils ont tendance à dire moi j'apprends la convention et puis ça marche, ça juste marche. Et c'est vrai que bon, c'est chiant d'apprendre les conventions, mais moins on a de travail et mieux on se porte. D'où la réflexion, c'est comment ça se passe ailleurs. Comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses en s'inspirant de ce que les autres gens plus intelligents que nous ont fait. Alors dans le monde merveilleux, non pas si merveilleux que ça, mais dans le monde des Rails, Symfony, PHP et compagnie, il y a des ensembles de livres de best practice, de conventions, de plein de trucs. Si on ne respecte pas, ça juste marche pas. Donc de toute façon, on est obligé de les suivre. C'est chiant et en même temps c'est pratique. De manière générale, on aimerait bien avoir plus de ressources, plus de blogs. Il n'y en a pas. Faites-en. Faites-en tous. C'est votre responsabilité de le faire. De faire des retours d'expérience aussi. Dire pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Déjà pour vous, ça vous fait un point, et puis en plus, ça permet de faire avancer tout le monde. Il y a surtout, alors là, je pense plutôt au monde des interfaces graphiques, c'est un peu le même problème que le réseau quand on y pense, parce que dans le réseau, on passe 90% du temps à attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe une requête. Dans le monde des interfaces graphiques, on passe 90% du temps à attendre que l'utilisateur clique sur un bouton, clique sur un tab. Donc ils ont les mêmes genres de problématiques que nous au réseau, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils différencient l'action vraiment logique de ce qui est présenté et de comment est-ce qu'on y accède. Et comment est-ce qu'ils font en ce moment les WPF, les Qt, les GTK, pas les iOS. Ils font des fichiers de configuration, des .xaml, des .qt et quick, ce genre de fichiers. Est-ce qu'il y a moyen pour nous de faire le même genre de choses? C'est une bonne question. Et puis, un truc qu'on aimerait bien avoir aussi, qu'il y a dans Rails par exemple, quand on crée un modèle et qu'on définit les différents objets qu'on va utiliser, on a une vérification automatique de paramètres, c'est-à-dire qu'on fout tout dans le modèle, et le modèle va s'occuper de checker que ça marche. Alors si vous utilisez un framework au-dessus de Mongo, imaginons que vous utilisez Mongo parce que vous êtes hype comme tout le monde, c'est très bien Mongo. Vous utilisez sûrement Mongo, enfin soit vous utilisez à la main et vous faites tout à la main, ça vous fait du code, ça vous fait de la maintenance, ça vous fait des gens de la documentation, vous n'avez pas envie de le faire, si vous avez envie, si vous êtes courageux. Et bon courage. Et si vous ne le faites pas, vous utilisez sûrement Mongoose, qui est un très bon framework, un peu au niveau au-dessus de MongoDB, et qui normalement le fait pour vous. Normalement. Mais pas tout le temps, et puis pas très bien, et puis pas de façon... Mongoose, c'est une application Node.js comme les autres, dans le sens où elle reste jeune. Il y a Criteo qui pousse beaucoup pour que ça devienne plus mature, mieux fait. Ils sont très bons, donc j'ai confiance en eux pour que ça s'améliore. En attendant, il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes, et vous avez, au final, on finit par gérer à la main
tout ce qui est validation des trucs importants, parce qu'on ne peut pas se permettre que ça plante pas alors que ça devrait planter. Ça arrive, trop souvent. La question donc que je vous pose, c'est est-ce qu'on doit vraiment se passer de toutes ces fonctionnalités, de tous ces avantages, de tout ce qui nous permet de mieux coder, d'être plus efficace et d'être plus sûr dans ce qu'on fait. Et c'est là que je vous présente mon projet. Ah, voilà, c'est là que je vous présente mon projet génial, non ou pas, on verra. Railstation. Railstation, c'est juste un jeu de mots par rapport à Express, Passport. Voilà. Donc on prend une gare ferroviaire, donc on prend l'Express. Je ne sais pas du tout un nom définitif, c'est complètement en développement, ça a moins d'un mois, donc franchement, ce que je vous dis aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain, et encore moins si vous faites des propositions et que vous posez des problèmes auxquels je ne saurais pas répondre et auxquels je serai obligé de réfléchir. Le fait est que pour l'instant, c'est construit au-dessus d'Express et que c'est un fichier root.json. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un fichier root.json, ça sera un require, c'est un require de Node. Donc en vrai, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire du YAML, vous pouvez faire du JavaScript, vous pouvez faire tous les fichiers supportés par un require. Bon, moi je le fais en JSON parce que je veux vraiment prouver que même avec la façon la plus chiante de faire, ça reste plus sympathique que le reste. Vous n'êtes bien sûr pas obligé. Ça tente de résoudre pas toutes, parce que si on prend ça d'accord tous les problèmes qu'on n'en résout aucun, seulement quelques-uns des problèmes qui nous ont nous fait le plus chier quand on développait. C'est-à-dire le fait d'avoir une documentation basique par ce fichier, c'est-à-dire le fait de voir le fichier, on comprend quelles sont les routes, dans quel fichier il faut aller chercher, qu'est-ce qui se passe. Parce que dans ce fichier, il y a donc je vous présenterai après un JSON explicatif et je commenterai les principaux parties. Mais grosso modo, ça montre les routes, ça montre les fonctions qui sont liées et ça montre aussi les paramètres qu'on prend, quel verbe on accepte. Ça permet aussi de faire plein de traitements après avec d'autres outils pour faire du coup la documentation automatique, parce que la documentation c'est bien, mais écrire la documentation c'est pas bien. La validation des routes, c'est quelque chose qui me semble aussi assez important. Trop souvent, on s'est arrivé à faire des trucs qui n'étaient pas consistants, dupliqués, ça arrive trop souvent aussi, pour peu qu'on soit un peu nombreux, qu'on ne communique pas assez. Ça ressemble à une erreur de newbie, mais en fait, pas tant que ça. La gestion des fichiers d'erreur n'est pas du tout gérée par Express. C'est à vous de le faire à la main. Et en plus, parfois, selon les pages, vous n'avez pas forcément envie que ce soit les mêmes fichiers qui apparaissent. Donc, Railstation se propose de le gérer pour vous. C'est plutôt bien. Et il est fortement couplé à Passport. Pour l'instant, pas complètement, mais c'est dans le roadmap, c'est qu'il soit de plus en plus couplé à Passport pour pouvoir être complètement intégré à l'authentification, au rôle et à votre logique métier par rapport aux users qui interagissent avec votre application. Et surtout du dispatching. Du dispatching par version, parce que notre API elle évolue, on fait des erreurs, on va les corriger parce qu'on est agile, on le fait tout de suite. Si on casse notre API, tous les clients actuels ne marchent plus, donc on est obligé de faire du versionnement. Il y a deux façons de faire du versionnement actuellement, soit par l'URL, on met un gros V1, V2, V3 dans l'URL, soit on le met dans un header, il y a un champ accept pour ça et on peut caser un petit V1, 2, 3, 4, 5. Bon là après il y a différentes écoles, il y en a qui sont mieux, il y en a d'autres qui sont moins bien, donc là pour le coup il n'y a pas vraiment à imposer de façon de faire. Le dispatching par rôle, j'en ai parlé, j'en viens pas. Par paramètre de requête, le /query, le /search, c'est un use case suffisamment important pour que ce soit pris en compte. Et bien en général, s'il y a des paramètres optionnels dans votre API, vous avez envie de ne pas avoir à gérer vous-même, que ça appelle directement différentes fonctions et que vous en ayez le moins à gérer possible. Tout ce qui est dispatching, c'est vraiment la logique fonctionnelle, métier que vous pouvez vous passer. Et la validation de paramètres, qui est encore une fois quelque chose qui n'est pas assez fiable, assez sûr, ça coûte rien, autant le faire. Et puis pourquoi pas votre fonctionnalité, si vous remontez, vous montrez intéressé, etc. Moi je suis toujours ouvert à acheter d'autres choses. Railstation, je compte l'intégrer dans d'autres trucs plus grands, je compte le faire grandir, mais je suis jeune, donc j'ai tout à fait le temps pour ça. Donc surtout, c'est en heavy développement, n'hésitez pas à faire des retours et ça me motivera encore plus pour coder une nouvelle fonctionnalité. Et c'est le moment où nous allons sur GitHub pour que je vous montre le fameux route.json avec lequel je vous ai tant teasé. Alors, le site fictif de l'association amicale des plombiers de Paris, qui se retrouve donc à gérer, à manager des plombiers qui sont... donc imaginons que c'est la Fédération des plombiers de Paris, qui gère des plombiers. Dans ces plombiers, il y en a qui sont enregistrés,
qui utilisent le site ou un compte et tout. Il y en a qui sont enregistrés en tant que plombier parce qu'ils sont dans l'annuaire, mais par contre ils n'ont pas de compte parce que vous savez tout ça l'informatique c'est très compliqué. Par contre on est obligé de les enregistrer. Parce que la proposition de valeur de ce site-là par rapport aux citoyens de la ville de Paris, c'est d'avoir un annuaire sur lequel ils peuvent consulter les plombiers, savoir lequel est disponible, lequel est à côté de chez vous, quels sont les numéros. Quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc là, on a plusieurs genres de personnes. On a les gens qui ne sont pas authentifiés, les gens qui sont authentifiés. Si on est authentifié, on peut être plombier, on peut pas être plombier. Et on accède à des ressources qui sont plombiers, soit existants avec un compte, soit existants sans compte, et puis avec différents types d'informations qui ne sont pas enregistrées en fonction du plombier. Un truc bien sympa. Le route.json, donc c'est plein de rouge parce que j'ai quand même voulu mettre des commentaires, même si le fichier JSON ne le permet pas, mais tant pis. Voilà. Le fichier JSON, en fait, c'est la racine. Le route.json, en fait, c'est la racine. C'est censé être quelque chose d'un peu complexe. Donc tout n'est pas dans le seul fichier JSON. Il va sourcer d'autres fichiers, je vous montrerai. Mais dans celui-là, c'est le plus important. C'est celui qui déclare les différents rôles utilisateurs qui seront utilisés. Donc on a, donc là, typiquement, on a la clé rôle. Où donc, merde, pas à jour. Tant pis. Où on a donc le rôle des default qui correspond à l'utilisateur qui vient d'arriver sur le site, qui n'a fait aucune action d'authentification ou quoi que ce soit. Un rôle wildcard qui est donc everyone, qui sont les authentifiés, les pas authentifiés, tout le monde, qu'on pourra assigner plus tard. Et surtout, le plus intéressant, des rôles qui sont nommés. Donc le rôle qui s'appelle client est vérifié à chaque paramètre par l'appel à auth.isAuthenticated. Et le rôle plumber est vérifié par auth.isPlumber. Et puis le rôle admin, évidemment, auth.isAdmin, qui est donc cumulatif. Cumulatif, c'est quelque chose qui est en train de changer en ce moment, donc j'en parle pas trop. Pour savoir, vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais que auth.isAuthenticated est une fonction? J'utilise, ça n'est pas là bien sûr, j'utilise un label require, qui est donc un autre, qui contient un hmap clé valeur de auth, donc le label avec lequel je vais utiliser les fonctions, du fichier à require par note. Donc tout simplement, c'est juste du préprocessing. Il va lire le fichier, il va voir le require, et il va charger les fonctions au fur et à mesure. Donc vous allez voir des require un peu partout. Et donc là, on déclare nos zones, slash quelque chose, avec le fichier à charger. Ça peut être directement l'objet, si vous avez de la chance, c'est une petite API. Et si vous avez une grosse API, vous mettez le fichier en string, c'est détecté, et donc c'est chargé. Donc dans le fichier route qui est le seul, hop, plumber.json, et donc là on arrive directement, on a cet objet access. Cet objet access, c'est tout simplement qui a accès à cette zone, donc la zone slash plumbers, et comment est-ce que et quel verbe auquel vous avez accès. Donc avec tout simplement un pipe pour que ça reste lisible et sympathique. Donc les gens qui ne sont pas authentifiés ou ceux qui sont authentifiés juste autant que client, ici n'auront le droit que de faire un get sur slash plumber. Alors que les plombiers auront le droit de créer de nouveaux rôles plombiers et donc du coup de faire des postes. Et l'admin, lui par contre, est le seul qui a le droit de supprimer des plombiers, donc il fait un get, post, delete. Nos gestions d'erreurs. Comme de manière générale dans les serveurs HTTP, le 0 est un wildcard par rapport à sa dizaine. Et donc on les relie au fichier qu'on va servir en fonction du type d'erreur HTTP. Je vous rappelle avec Express, si vous mettez send 404, ça renvoie 404, point. Si vous mettez 404, une string file not found, il va renvoyer une erreur 404 avec la string file not found. Donc là du coup vous lanceriez l'exception erreur 404, elle serait catchée et ça renverrait ça. Le fichier l'objet require dont je vous parlais, donc là vous avez un exemple, la clé plumbers est mappée sur le fichier contrôleur plumbers que j'ai pas couché par grosse honte. Et par rapport à la zone plumbers, comme pour app.map si vous vous souvenez bien, vous gérez vos verbes d'HTTP avec directement en les mettant dans le JSON, qui sont mappés. Donc c'est un objet qui récupère une fonction, donc ça c'est la fonction à laquelle vous avez mappé dans votre contrôleur, et des paramètres que vous déclarez.
Donc ici, ça ne prend pas de paramètres. Donc tout simplement, la fonction sera appelée sans paramètres. Et donc, vous savez qu'il n'y aura pas de paramètres. Dans le cas d'un post, donc ici, si on veut ajouter un plumbers, donc un plumber.get, ça pourrait être show, ça pourrait être plein de trucs. Ici, plumbers.add, donc ce sera la fonction add du fichier mappé par plumbers, donc celui-là, controllers plumbers. Lui, par contre, il prend plein de paramètres. C'est normal, on ne crée pas un plombier sans aucune information. Donc ici, vous les déclarez, vous faites un tableau, vous mettez le nom du paramètre, son type, et où est-ce que vous allez le récupérer. Parce que les paramètres, ça se récupère de plusieurs manières, par URL, par query string avec get, soit par post parameters. Et donc là, RaveStation s'occupe pour vous d'injecter vos paramètres dans la fonction que vous recevez, avec la source que vous lui avez donnée. Et le label check est assez important, ce qui permet de faire de la validation de paramètres, je vous ai promis plus tôt. Donc là c'est un UID, donc tout simplement l'UID on vérifie qu'il est strictement positif et supérieur à 0. Donc le helpers c'est évidemment un ensemble d'un set de checkers déjà fournis qui va s'étoffer avec le temps. Pour l'instant il n'y a que UID je crois. Le name, comme vous pouvez le voir ici, le name on n'a pas déclaré son type et on n'a pas déclaré de check. Tout simplement parce que c'est optionnel. On n'a pas forcément envie à contraindre un type, un paramètre, on n'a pas forcément envie de faire un check. Des fois, on veut juste récupérer de l'objet. C'est tout à fait possible. Et parfois, on a envie d'avoir un type spécial. Par exemple, si on veut que la name corresponde uniquement au plombier qu'on connaisse déjà dans un catalogue, on va avoir notre objet catalogue. Donc on va appeler la fonction lastName qui va donc vérifier qu'elle est dans notre dictionnaire, que le plombier existe, que c'est pas quelqu'un qui essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre sans connaître le nom. Et alors par contre, pour avoir le type catalogue lastName, il va vous falloir une fonction de traitement, et donc c'est celle-là, pre-translate from string. Donc ici la logique métier ce serait de récupérer une string lastName, de vérifier en dictionnaire si elle existe. S'il n'existe pas, on fait une erreur. Si elle existe, on retourne l'objet du catalogue qui correspond à ce lastName-là. Là, vous pouvez voir que dans cette fonction, on a pas mal de traitements qui est effectué automatiquement, que vous n'avez plus à faire, et qui est donc censé être fiable, vu que c'est une bibliothèque qui n'est pas codée par vous. Après, nous verrons. Mais non, normalement, c'est quand même bien fiable. Mettons qu'on est /plumber/list. Ça devient un endpoint rigolo, parce qu'on a plusieurs façons de faire une liste de collection. Et donc, qui dit plusieurs façons de faire qui dit plusieurs façons de faire un liste. Donc là, par exemple, dans ce cas présent, il y a des plombiers qui ont dit qu'ils ne voulaient pas être listés publiquement. Ils ont dit, bah, écoutez, pour moi, Internet c'est compliqué, Internet c'est compliqué aussi, puis j'ai pas envie que les gens voient mes informations. Je veux pas que les gens puissent lister mes informations comme ça. Donc je veux que ça soit que pour mes collègues plombiers quand ils ont besoin d'aide, mais pas pour les gens normaux. Les clients qui viennent comme ça, moi j'ai assez de clients comme ça, j'ai pas besoin des gens. Ça c'est assez chiant à faire, c'est vous qui le faites à la main. Ici l'idée, c'est de récupérer le rôle. Si c'est un client, on prend seulement la liste publique, donc une fonction getPublicList qui fait le filtre. Si c'est un plombier, par contre, on prend la liste complète. Et si c'est un admin, l'admin il n'en a rien à faire de savoir les plombiers qui sont enregistrés sans avoir de compte. Lui, il veut juste la liste de ceux qui ont un compte. Donc encore une fois, un exemple de dispatching en fonction du rôle. Et là, si on a /query, donc mettons que cette fois-ci on va faire des recherches beaucoup plus profondes et importantes en fonction de plein de paramètres. Déjà, on n'est pas sûr de nous, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on met un petit label version. Ce label version, ça vous de configurer, savoir si ça se fera dans le header HTTP ou dans l'URL. Des effets dans l'URL, les best practices de version par URL, c'est d'avoir plusieurs URL qui correspondent à la même ressource. C'est-à-dire si on met par défaut, si on prend juste l'URL sans le versionnement, ça pointe vers la dernière version. Si on précise l'URL juste après /API, par contre, on force l'application à choisir un API. Ça permet d'avoir un fallback assez simple pour les mecs comme Codeport et qui lisent pas la doc, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Encore une fois, le require, nos erreurs. Donc là, par exemple, dans le cas de nos erreurs, si c'est 404, on n'a pas le droit, si 500, c'est qu'on s'est gouré quelque part.
on n'a pas envie d'avoir les mêmes erreurs que dans le reste du code. On n'a pas envie de sortir une page HTTP sur une requête JSON, on n'a pas envie de, si jamais c'est pas un HTTP, qui est une requête, d'avoir la même page que les autres, parce que c'est nous qui sommes bourrés ou juste parce qu'il n'y a pas le droit, on va sortir notre page. Donc, il faut savoir que l'erreur peut être contextuelle, elle n'est pas forcément globale à l'application. Et là, comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons de faire des queries, donc il y a plusieurs façons de faire des get, donc à partir on dit plusieurs, on fait un tableau. Donc ici on a un tableau d'objets, association fonction paramètres, en fonction des différents trucs. Je reprends le pointeur. Par exemple, mettons qu'on nous a mis en paramètre query string, get, tous les plombiers dont le nom match à peu près Ricardo. C'est très... tous les plombiers qui matchent à peu près Ricardo, on va appeler directement la fonction query by name. Avec, c'est le seul paramètre. Si par contre il s'agit d'une application cliente, parce qu'on a un super site qui a plein de gens qui utilisent et qu'on fait leur application cliente, peut-être qu'ils vont faire une query directement par l'ID. Donc du coup, si on récupère un paramètre UID égale quelque chose, on fait directement la requête by UID. Encore un dispatch de moins pour vous. Et puis surtout, si jamais il n'y a pas de paramètre, avec le wildcard qui permet de dire par défaut tu prends celui-là, bon, on prend tous ceux qui sont disponibles demain parce qu'il y a de bonnes chances pour que la personne soit juste en train de chercher un premier pour lui. Et donc c'est le fallback qu'on a choisi. Parfois, on n'a pas forcément envie d'un premier juste pour demain, on a envie juste pour la semaine prochaine, et du coup, on peut donner par exemple type date qui est intéressant, parce que c'est un type un peu plus complexe que juste une string ou un int. Et donc, là par exemple, on va le récupérer en string, et on va utiliser date.parstring. Ouais, date.parstring, donc ça doit être, ça a changé. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait une façon de gérer les dates plus propres que ça. Donc on appellerait directement la façon de créer une date à partir d'une string. Et donc on aurait notre objet date tout fait qui sera injecté dans getAvailableByDate, qu'on pourra retourner, qui sera récupéré, qui sera rendu. Donc tout comme dans Express, on peut fournir des paramètres d'URL qui seront donc récupérés et injectés ici. Donc par contre il faut quand même le définir, parce que ces paramètres URL, on peut quand même avoir des contraintes à mettre dessus, et puis de manière générale, dire que explicitement que getByUID a besoin du paramètre UID, ça fait pas de mal. Parce que je vous le rappelle, ce fichier-là, si quelqu'un passe dessus et le lit, il verra exactement quoi qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qui a besoin de quoi, quelles fonctions sont appelées, à quel endroit elles se posent, et quel type d'erreur on va retourner. Après, il y a un autre fichier qui peut être intéressant, si je retrouve ma souris, là voilà. Je sais plus si ça peut être maintenant. Je vais pas tout push exprès justement, j'ai pas assez push du coup. Donc, ce qui est prévu encore dans la roadmap, c'est de faire de la validation de route beaucoup plus agressive, notamment au niveau de la logique REST. C'est-à-dire que quand on est nouveau dans les API, on a tendance à faire des URL qui font tout, alors que dans logique REST, on accède à des ressources, on les modifie, on les change. Un peu comme un linter en JavaScript, en CSS, c'est la même chose. Donc en fait, essayer d'insérer des best practices et des opinions dans un monde qui en manque. Et c'est tout. C'est de quoi je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. C'est plus simple. C'est utilisé en production? Ça c'est la question qui fâche vraiment beaucoup, parce que préparer vos tomates, je comptais l'utiliser en production, j'avais fait pour mon entreprise, après on était plutôt chaud pour le faire, et en fait au dernier moment, on est passé à bord. On est passé à Ruby on Rails. Voilà. Donc là c'est le moment où vous pouvez vous jeter les tomates, ça sera ma prochaine conf, ça sera passer une application en production de Node à Ruby on Rails en moins d'une semaine, ça va être assez fantastique. Est-ce qu'il marche le deuxième micro? Non, il marche. Il marche, ouais, on passe le micro là.
Ouais, il marche. Je sais pas. Ça marche, ouais. Est-ce que tu as regardé des frameworks comme Sales.js, par exemple, qui permettent aussi de créer des API en fait de façon assez simple avec une validation, notamment grâce à à peu près comme un ORM avec l'impression des modèles qui est Waterline. Et en fait, c'est un framework Node.js qui permet de faire à peu près la même chose. Je pense qu'il manque des trucs ou pas la même chose que ce que tu es en train de faire. Et peut-être qu'il y a des idées que tu pourras reprendre là-dessus. Je sais pas si tu as regardé. Alors, je connaissais pas CSGS, c'est comme ça, Sales, en nom de vente. Sales. Ouais, alors celui-là, je connaissais pas. Comme une voile. Comme une voile. Ok, d'accord. Donc, non, on avait regardé Restify, qui est comme Express, mais juste orienté uniquement à API, donc il peut pas trop s'afficher. On avait vu Locomotive, on avait vu GD, puis on était juste pas content parce que ça faisait pas du tout ce qu'on voulait. En termes de features, ça manquait beaucoup. Voilà. Et donc, je suis content d'apprendre ça, on va regarder clairement. Moi, je sais que je l'ai utilisé pendant un moment. Bon, ça m'a saoulé parce que ça fait vraiment trop de trucs au fait au final et que tu as l'impression de pas coder, mais Ok, merci. Devant. Ici. Bonjour, je voulais savoir comment est-ce que tu as programmé ça, sur quelle base? Est-ce que tu te bases juste sur HTTP ou est-ce que tu te bases sur, par exemple, ce serait une surcouche d'Express ou quelque chose comme ça? Alors c'est complètement une surcouche d'Express. J'ai commencé en faisant une surcouche de Restify, donc qui est programmée par les mêmes mecs qu'on fait Express et qui disaient que c'était pas assez API à leur goût. Et en fait, Restify c'est trop API et pas assez fichier, donc je suis revenu sur Express. Et donc c'est complètement Express. Hein. Il part ce JSON, il fait des appels et des fonctions Express. Ok. Et c'est tout du préprocesseur, donc le temps de calcul, c'est assez mini par rapport au reste. Une fois que l'appli est démarrée, la limite n'intervient quasiment plus. C'est-à-dire qu'on avait peur quand même qu'il y ait des problèmes de perf au niveau du dispatching. Mais donc du coup on a fait vraiment attention à ça. D'autres questions? J'ai une question un peu plus générale. Moi j'ai un framework que je déteste vraiment, c'est Symfony 2. Donc ma grande question sera, à quel moment est-ce que tu as placé le curseur entre configuration et magie? Parce que la configuration c'est bien, mais la magie c'est mal. Ouais, alors Lionel fait beaucoup de magie aussi. Comment dire? Après, pour celui qui lit pas la documentation et qui regarde jamais le code, il y a toujours trop de magie. Et il n'y en a jamais assez pour celui qui passe sa vie dans le code et qui regarde pas et qui est toujours sur les technos qui maîtrise à fond. Je pense franchement que c'est quelque chose de subjectif. Je crois même que moi je ne me rendrais pas compte et qu'il faudrait que quelqu'un me dise arrête, mais là tu vas trop loin là. Voilà. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a commencé par faire le JSON, par réfléchir comment est-ce qu'on utilisera et comment est-ce qu'on fait la chose. Puis après seulement on fait un plem. Et on est complètement conduit par l'utilisation du JSON, qui en fait devrait être un JS, mais le plus chiant c'est le JSON, donc on fait le JSON, pour que ça reste le plus simple et facile. Alors pour moi c'est au contraire, je prends l'exemple de Symfony 2. J'ai remarqué, c'est juste une idée sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, à propos des API. Comme tu dis, là, les API REST, on a accès directement aux objets d'un coup. Et pour reprendre Symfony 2, qui a un très bon truc qui s'appelle les services, et que j'ai tendance à réutiliser dans d'autres projets en REST là j'ai un projet en Zen en l'occurrence que je dois me taper. Donc les services, je trouve ça vachement bien et ça pourrait servir pour les API dans le sens où ça fait justement de la magie, où tu crées donc une classe qui va s'occuper de faire plein de trucs. Ton histoire de rate par exemple, je verrais bien dedans, c'est-à-dire que tu laisses ton API rate direct pour un objet rate, et tu peux avoir ce que j'appelle service, donc tu fais /service/ et là tu crées vraiment ce que tu veux, on est en dehors de l'API REST, mais ça reste une sorte d'API en quelque sorte, mais c'est plus élaboré et ça te facilite du travail.
Je dis ça dans l'exemple parce que dans le mobile, quand on fait plein d'appels en Ajax, quoi, plein d'appels API en REST, quoi, c'est mortel pour le téléphone. Et souvent on a besoin de raccourcis, quoi. Et donc les services de Symfony 2, enfin, moi j'ai tendance à les utiliser un peu partout, du coup ça dégage pas mal de logique des modèles. Et je me dis que ça serait pas mal dans les API, quoi, à ce niveau-là. Bonne idée, bonne suggestion. Peut-être c'est quelque chose d'optionnel, peut-être pas. Oui, justement, optionnel, quoi. C'est-à-dire dans le sens, on reste sur l'API REST des modèles à la base, quoi. Et après, dès qu'on veut ajouter une logique un peu plus élaborée, un petit moteur, quoi, un truc, par exemple, faire des votes, quoi. Là, on peut passer par des raccourcis dans les services et vraiment, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et dans ce cas, comme tu disais, des pannes de développeurs qui font chacun leur sauce, et ben, c'est l'exemple parfait où tout le monde est content, quoi. Chacun fait sa sauce, chacun fait son service comme on veut, on reste sur la base API REST et on passe par du service, par ces moteurs de service, quoi, où chacun fait son propre service et bon, tant pis, on sait tous que quand on fait des API, de toute façon, c'est toujours le bordel. Donc, si quelqu'un utilise un service, il sait qu'il utilise une fonction, en quelque sorte, une fonctionnalité. C'est l'ajout de normalisation, quoi. Ouais. Okay. Et là, ça devient intéressant à ce niveau-là. Et c'est logique, pour le coup, de Symfony. Après le reste, je suis d'accord, c'est un peu bordel. Je te remercie. Puis trop d'autres questions? Bon, alors je vous rappelle que c'est sur GitHub, que c'est libre, que c'est en GPL v3, donc c'est vraiment libre. Voilà. Et donc j'accepte pas les propriétaires qui récupèrent et qui gardent juste le authors. C'est à nous, la communauté de Node.js, de refaire l'environnement de Node.js. On a cette chance, prenons-la. Donc j'attends vos contributions. L'URL? Ouais. Bon, c'est sur GitHub. Hop. Sur GitHub, ouais, voilà, github.com, c'est facile, non? msckwic/station. Voilà. C'est sur NPM? C'est pas sur NPM encore, non, c'est pas prêt du tout, c'est même pas pré-alpha, surtout pas. Je vous remercie.